On reçoit Victor Castanet pour son livre Les Ogres. 2 ans après la sortie de son premier ouvrage, sa première grosse enquête écrite, Les Fossoyeurs, où il traitait des EHPAD. Là, c'était sur les crèches. En préambule, moi, je voulais un petit peu parler de ton métier de journaliste d'investigation. Nous, on est pris par l'actualité. Je peux dire que je suis très content d'être là. C'est mon premier Twitch. C'est ton premier Twitch? Alors moi, je peux déjà te dire de te rapprocher un petit peu du micro. Ouais, faut qu'on se rapproche. On t'entend un peu moins bien. Les amis, dites-nous si vous entendez bien Victor. En tout cas, il est très content d'être là, de ce que j'ai compris. Très content d'être là et je découvre Twitch, donc je vais essayer de pas faire le vieux con quand même, mais je comprends qu'il y a des questions en direct. Tu vas être super. Voilà. Tu vas être super. Donc c'est aussi mon premier. Donc voilà. Premier Twitch également de Eugénie, journaliste au service société, très grande journaliste maison qui a très bien travaillé son sujet, les amis. Moi aussi. Mais toi aussi. J'entends bien. Oui, bon, oui. On va parler un petit peu de ton métier, journaliste d'investigation. Nous, on est pris dans l'actualité avec la création et la conception d'un journal au quotidien. Toi, tu as choisi de pas suivre cette voie. Pourquoi? Déjà, j'ai pas assez d'argent pour monter un journal. Et au-delà de ça, non, il y a une vraie question, qui est une question sérieuse. C'est, est-ce que tu as un business model pour faire des enquêtes de 3 ans? C'est la question. C'est la question parce que, évidemment, on le sait, c'est le nerf de la guerre dans la presse en général. Beaucoup de journaux ont des difficultés, mais c'est évidemment encore plus le cas pour l'investigation parce que l'investigation, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Et il y a d'ailleurs très peu d'investigations qui durent 3 ans. En général, les investigations, les enquêtes, en presse écrite, ça prend souvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, dans certains cas plusieurs mois, mais plusieurs années, non. Et donc, il faut que tu trouves le business model. Il n'y en a pas vraiment dans la presse écrite. Il y en a peut-être un dans l'édition. Encore faut-il que tu vendes des livres pour que ça couvre ces 3 ans de travail. Mais disons que j'ai choisi ce média parce que, il permettait de raconter toute la complexité de ce système. Alors d'abord le système Orpea dans les maisons de retraite, puis après le système People and Baby. Mais il y a un moment, tu comprends que ce que tu as entre les mains vaut un peu plus qu'une double page dans le monde ou ailleurs. Moi, je l'ai compris chez Orpea. Quand j'ai compris que ça ne concernait pas un seul établissement, en l'occurrence le premier où j'étais allé. Et que c'était systémique. Ouais, exactement. Que c'était pour tous les EHPAD de France. Là, je me suis dit, ok, il y a une histoire tellement importante, tellement nationale, voire internationale, qu'elle mérite d'être déployée. Et puis ensuite, il faut aussi, et il faut jamais l'oublier, c'est pas parce que tu as beaucoup de matière et beaucoup de révélations que ça mérite un livre. Il faut aussi que tu aies une histoire. Parce que c'est bien beau de faire une enquête et de sortir plein de scoops, mais encore faut-il que les gens aient envie de lire ton livre et que tu leur racontes une histoire, parce que sinon ils s'arrêtent à la 10e page. Et c'est pas le but. Tu fais pas dépenser 22,90 € à des gens si derrière t'as pas une histoire à leur raconter. Donc il y a aussi ça. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le média, pour moi, le meilleur média pour faire le genre d'enquête que je fais, c'est-à-dire des enquêtes très longues sur des sujets concernants. Après, il faut encore une fois en vendre assez pour que... Et du coup, toi, par exemple, sur cette première enquête qui a duré 2 ans, j'imagine que financièrement, c'était pas forcément très facile. Non, alors la première, je peux être... J'ai cru entendre que même ta femme payait le loyer. Non. Du coup, la question c'est est-ce que on peut faire des enquêtes si on n'a pas des parents riches ou une femme qui est riche ou est-ce que c'est viable? Alors, comment toi tu t'organises? Est-ce que c'est viable quand t'es pas connu, quand t'as pas de nom, en fait, tu vas voir une maison d'édition, tu leur proposes, soit ils te disent oui ou non, mais dans tous les cas, on te donne des avaloirs, c'est-à-dire une avance sur recette, et en fonction de ce qui donne comme confiance à ton livre, ce qu'ils espèrent pouvoir générer d'argent. Et donc moi, à l'époque... Alors, est-ce que tu as doublé ton avaloir, triplé ton avaloir, quintuplé ton avaloir? Je l'ai augmenté très fortement. Entre les deux, évidemment. Entre les deux, c'est normal. T'as un petit chiffre à donner à notre public, là? Bah ouais, je peux. Le premier, j'ai eu 10 000 € d'avaloir. Ok. Ce qui est plutôt
C'est bien pas mal, pour un hein. premier livre. Mais ouais. Et si C'est- tu la remets sur la temporalité, c'est très peu. Ah non, mais pour, c'est rien. Non, mais par rapport à en fait- tous les livres, oui. En fait, un premier livre, souvent, on va te donner 2 3 000, parfois Ben 5 oui. 000 Ok. euros d'avaloir. Là, on m'a donné 10 000, donc ce qui est Ok. bien. Plus, ensuite, j'ai obtenu 5 000 euros d'enveloppe de frais qui sont transformés en 10 000, 15 000, 20 000, je crois. Mais évidemment, si tu calcules, en fait, tu as beaucoup la plupart des journalistes, d'ailleurs, je ne saurais pas citer de nom de personnes qui ne travaillent pas à côté. La plupart des journalistes qui font des enquêtes travaillent à côté au Monde, au Oui, oui, oui. Parisien, au Figaro, ils ont un salaire. Et donc, ils font leur livre en parallèle. Et bon, ils ont eu 10 000 euros pour leur livre, c'est pas très grave. C'est pas ça leur principale source de revenus. Moi, il se trouve que j'ai arrêté de travailler entièrement pour ça. Et donc, là, il faut tenir 3 ans. Pour Orpea, ça m'a pris 3 ans. Donc évidemment, 10 000 euros, ça suffit pas. Et à l'époque, ouais, c'était un peu le système D, c'est que c'est pas ma femme qui payait le loyer, mais on avait un appart qu'on louait. On avait au début 2 apparts quand on s'est mis ensemble. Ok. Du coup, on en louait un sur Mhm. Airbnb pour avoir des petits revenus à Eh ben, on côté. ne vous félicite pas. On n'aime pas du tout La niche Airbnb. fiscale à sauter, là. Et bah, là, Je vais profiter. j'ai vu ça. Mais à l'époque, on avait fait ça et je peux vous dire que ça m'a permis Ouais, en j'imagine. partie de financer cette enquête. Je crois que j'avais un peu d'intermittence du spectacle parce que j'étais intermittent du spectacle. J'avais fait des documentaires Ah, à l'époque, donc j'avais. Et il se trouve qu'il y a eu le Covid en plus, donc à l'époque, le gouvernement avait gelé absolument. l'intermittence du spectacle, ce qui, moi, m'a permis d'avoir près d'1 an, en tout cas 6 mois de plus pour travailler. Donc, Donc, vous avez travaillé pendant le chômage partiel comme les employés depuis Non, Colin Baby. toi, j'ai fait mon livre. Mais oui. Mais oui, c'est un peu le système D à l'époque. Après, j'ai gagné de l'argent avec ce livre. Droit d'auteur, etc. Ouais, j'ai gagné, effectivement, comme on a vendu beaucoup de livres, j'ai gagné de l'argent et plus qu'espéré. Et alors, Mais la plus plupart que ce du qu'on temps- vous a proposé pour ne pas le publier. Beaucoup moins, ouais. Beaucoup moins. Beaucoup Ah, moins, ouais. bon, bah, ça a Est-ce que tu permis de pourrais faire nous le rappeler, deuxième. est-ce que tu pourrais rappeler à nos viewers ce que Orpea a tenté avant publication? Alors, Orpea a tenté beaucoup de choses, mais oui, à un moment, pas Orpea directement, mais un intermédiaire m'a proposé une grosse somme d'argent, que je raconte dans le livre, 15 millions d'euros, pour ne pas publier le livre. What the fuck? Et donc... Il aurait dit oui. PA aurait dit oui. Moi? Ah, quand même, je le vois dans tes J'aurais yeux. dit oui. Moi, j'aurais dit oui. Et j'aurais déménagé. On n'aurait plus jamais entendu parler de moi. Bon, Mais oui, ils ont... Mais tu sais, ça permet aussi de voir toute une question de rapport de force avec ces groupes et avec les personnes, les entreprises sur lesquelles tu enquêtes. Ouais, quand tu es évidemment un journaliste précaire, que tu gagnes pas très bien. Moi, je me plains pas. Hein, il y a des journalistes qui viennent de milieux beaucoup plus populaires que moi. Moi, j'ai des parents qui ont une assise. Enfin, je savais que je pouvais prendre ce risque-là. Même si je gagnais pas beaucoup d'argent, je pouvais le faire. Ouais, quand t'es très précaire, que t'es pigiste et que tu fais face à un groupe qui pèse 7 milliards et qui te propose ça, bah, tu comprends aussi pourquoi, c'est si difficile de faire une enquête et pourquoi, parfois, certains peuvent être dissuadés d'aller au bout. C'est sûr, t'as un rapport de force qui a ton désavantage quand t'es journaliste. D'ailleurs, moi je fais encore aujourd'hui des enquêtes qui coûtent plus d'argent, déjà parce que je suis mieux payé par ma maison d'édition, et puis aussi ça lui coûte cher. Hein. C'est moi sur chacune de mes enquêtes, mais c'était le cas aussi concernant Orpea, alors même que j'étais pas connu à l'époque. Mon éditrice, en plus des avaloirs et tout, m'avait mis au moment de la sortie un avocat qui avait travaillé sur le livre pendant plusieurs pour mois. vérifier tous les... Bah oui. Pour tout vérifier, relire, là. corriger, etc. Donc pendant 6 mois, de mai à janvier à la sortie, on a fait des allers-retours avec l'avocat. Donc en gros, c'est quoi? C'est le livre, tu le termines, après tu le donnes à l'avocat, il lit, ou c'est en fait, même temps? Non, tu le donnes déjà, je le donne à mon éditeur, qui l'a donné à 2 grands journalistes d'investigation, Gérard Davet et Fabrice Loeb du Monde, qui ont publié Le Traître et le Néant. Un président ne devrait pas dire ça, sur Hollande, La haine sur la droite, enfin... Des grands livres d'investigation. Eux, ils ont fait leur travail d'éditeur, ils ont coupé, etc.
Ensuite, on a envoyé à l'avocat qui a fait un travail lui aussi de coup, de réécriture. Et puis après, j'avais une attachée de presse. Puis il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes qui ont été mobilisées sur le livre, ce qui est aussi une grande chance. Ce qui permet de le faire connaître au plus Ouais. grand nombre, d'assurer qu'il soit bien édité et que tu n'aies pas d'ennui juridique. Tout ça coûte beaucoup d'argent Ouais, aussi. j'imagine. Et c'est Fayard, l'éditeur, on l'a pas dit d'ailleurs. Fayard. C'était Fayard. À l'époque, j'étais chez Fayard et on a décidé de partir peu après la publication d'ailleurs. Mon éditrice est partie de Fayard, elle a pris la présidence de Flammarion. Et on a été tout un tas d'auteurs, Gérard Davet, Jacques Attali, Virginie Grimaldi, on est tous partis à ce moment-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un autre tournant éditorial qui a été pris. Le prochain Bardella, livre, qui- c'est Bardella. Ouais. Donc, Non suis- exposé dans les gares SNCF, les amis. Exactement. Et je suis parti avant qu'il n'arrive ça. Parce que j'estime que oui, tu dois être dans une maison d'édition qui garde aussi une forme d'indépendance, c'est très important. Et c'est le cas chez Flammarion aujourd'hui. Et donc, Les Ogres. Les ogres. Combien de temps ça t'a pris pour écrire ça? Alors les ogres, j'ai commencé, donc Les Fossoyeurs est sorti en janvier 22. J'ai assuré la promo pendant plusieurs mois, mais dès les premières semaines, j'ai reçu des mails qui me proposaient d'autres enquêtes et beaucoup sur les crèches. Et donc, en fait, très vite après les ogres, j'ai embrayé et je le sors là, donc ça fait 2 ans et demi. C'est à peu près, moi, le temps que je mets entre 2 et 3 ans. Donc, Ok. faut tenir. Alors, du coup, ça s'intéresse à un autre public. Enfin, voilà, ça parle d'un autre public. Les Fossoyeurs, c'était sur les personnes âgées, les personnes vulnérables par essence, qui sont placées dans des maisons de retraite et qui subissent, sans pouvoir se défendre, des choses assez graves que vous avez dénoncées, qui subissent un système où on s'enrichit sur leur dos. Et là, vous parlez des enfants, parce que c'est quand même eux, Bien sûr, qui bien sont sûr. les premiers concernés, qui sont aussi des personnes vulnérables, aussi des gens qui ne peuvent pas forcément se plaindre, même si ça a été les premiers lanceurs d'alerte en réalité, les enfants auprès de leurs parents qui l'ont relayé auprès de vous. Bien sûr. Et puis donc vous dénoncez ce système. Alors à chaque fois avec vous dénoncez à la fois le caractère systémique de ces crèches privées, publiques, on verra que ça se mélange, qui réduisent les coûts au détriment de l'accueil des enfants, de toute forme de pédagogie et parfois provoquant des choses très graves. Il y a eu au moins un mort, il y a eu des enfants blessés, etc. On va en parler. Alors, il y a le côté systémique, qui sont un peu tous dans le même sac, et en même temps, vous en sortez toujours un gros méchant. C'est le gros méchant, même reconnu parmi les gestionnaires de crèches. Ce sont les 2 fondateurs de People and Baby, dont vous racontez l'histoire qui est un petit peu atypique par rapport au milieu, mais qui en même temps s'insère tout à fait dans le milieu. Alors ça, c'est un peu, en tant qu'auteur, vous êtes un peu sur les 2 tableaux à chaque fois. C'est-à-dire que vous voulez nous démontrer que c'est un système, mais à la fois, vous prenez le pire du pire pour nous le montrer. Non, mais vous avez raison. Il faut, comme on raconte aussi un récit, il faut une trame narrative, une progression dans le récit, aussi des personnages. Et dans le cas d'Orpea, comme dans le cas de People and Baby, oui, c'était les grands méchants du secteur. Et il me semblait plus intéressant de me concentrer sur eux et d'aller au fond de leurs mécanismes financiers, RH, de développement, d'aller décrypter vraiment dans le détail leurs pratiques, plutôt que de s'éparpiller. Et bon, vous racontez ce qu'il y a de plus terrible, de plus dysfonctionnel dans le secteur, mais souvent, ça raconte l'ensemble du secteur. Hélas. Parce que les dérives d'un, qui est au paroxysme, au maximum de ce qu'on peut faire comme pratique irrégulière, d'autres l'ont mis en place à moindre échelle, mais souvent c'est effectivement l'axe que je choisis. Mais si on regarde les commentaires, d'ailleurs, on voit que alors c'est principalement People and Baby qui est visé, mais bravo pour ton enquête, Victor. Mon patron, les petits chaperons rouges, commence à payer le prix. Donc ça veut dire que ça a dû éclabousser un petit peu tout le monde. Ça a concerné. Déjà, je me focalise sur People and Baby.
Ouais. Parce que c'est là où il y a les pratiques les plus dysfonctionnelles. Je le raconte, on en parlera On va en peut-être sur, parler, on va en sur parler. l'optimisation des coûts, sur la gestion de l'argent public, sur la gestion de la masse salariale, sur tout un tas de sujets qui entraînent des Sur incidences. l'évasion fiscale, sur le détournement de Tout, fonds, tout sur un voilà. tas de sujets. Et je raconte deux autres questions qui sont plus globales, qui touchent plus de groupes, notamment ce que j'ai appelé moi la dynamique du low cost. C'est qu'en gros, mais je vais faire très simple, il y a le secteur qui s'est ouvert au privé, le Ouais. secteur des crèches, au Mais début après des ça, années 2000. je précise, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est incroyable quand on sait qu'il y a une place en crèche pour 5 enfants en France. Il y a une demande de fou, en fait. Bien sûr. Et du coup, on comprend, je donne quelques éléments de contexte parce qu'on va comprendre pourquoi. Eh bien, dès qu'il y a le moindre margoulin qui veut ouvrir une crèche, on lui dit oui et on lui déroule quasiment le tapis rouge, y compris avec de l'argent public. Il y a que 60% des enfants de moins de 3 ans qui sont gardés, 60% sont gardés par leurs parents. Et la moitié de ces 60%, les parents, ils voudraient bien faire autrement. Donc ça veut dire qu'il y a une demande de malade, en fait. C'est un marché incroyable qui n'est pas satisfait. Et il y a eu une promesse du gouvernement de faire, je crois, 200 000 places à l'horizon 2030, mais c'est mal barré, en fait. Ils n'y arrivent pas. Donc c'est aussi pour ça Je peux le signer qu'ils n'y arriveront pas. Ouais. Voilà, apparemment, il n'y a pas que vous. Ça paraît une évidence. Donc ça veut dire que le pouvoir est dans la main de ceux qui ouvrent des crèches, en réalité. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont très, très conscience de ce pouvoir et qu'ils se permettent à peu près n'importe quoi. C'est très juste, et c'était un peu le même sujet, la même problématique dans les EHPAD. C'est qu'à chaque fois, l'ouverture de privé, elle se fait parce qu'il y a une défaillance des pouvoirs publics. Ouais. On ne créait pas à l'époque assez de places en EHPAD et on ne créait pas assez de places en crèche. C'est encore le cas aujourd'hui, donc il manque. Et ça ne va aller qu'en s'aggravant, plusieurs centaines de milliers de places. Et donc, en 2004, on a décidé de l'ouvrir au privé, sous Christian Jacob à l'époque, qui s'est dit, bon, on n'y arrive pas, ça coûte trop cher de créer des places de crèche, ça prend trop de temps, on n'arrivera pas à suivre ce rythme. On va demander au privé de nous accompagner. Et donc, ils ont ouvert au privé. Et avec un certain nombre de dispositifs fiscaux, ils ont incité le privé à venir. Avec notamment, il y a toute une partie de ce secteur qui est évidemment financé par l'argent public. Plus de la moitié des chiffres d'affaires de ces groupes, c'est de l'argent public. Mais on a aussi filé de l'argent pour des aides et des subventions d'investissement. Vous créez une place de crèche, vous avez 8 000 € par berceau pour vous aider à créer. Vous avez comme ça beaucoup d'aides fiscales. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des travaux aussi, les fameux travaux dont on parlera, parce que ça, c'est aussi c'est de l'argent public qui est très souvent détourné avec des systèmes assez simples, connus de l'État, connus des CAF, connus des CNAF, qui ne veulent pas le voir. Il y a quelqu'un qui nous demande quel est le coût le plus cher pour la collectivité, les crèches publiques ou les crèches privées? En fait, ça dépend. Ça dépend ce que vous regardez. En gros, une crèche privée, ça coûte 20 000 € à peu près par an. C'est ce que ça rapporte à ces groupes, à peu près 20 000 €. Il y a 10 000 € qui sont payés par ce qu'on appelle un réservataire, qui va bloquer la place pour 1, 2, 3 années. Et ça peut être soit une mairie, soit une entreprise. Réservataire, c'est soit la mairie, soit l'entreprise. Exactement. Exactement. Et donc, c'est là où c'est compliqué, c'est que la crèche, elle est privée. On parlait des LPCR, les petits chaperons rouges. Les petits chaperons rouges, ils répondent à des appels d'offres de crèches municipales, qui sont au départ donc municipales, donc publiques. Et ils vont faire cet appel d'offres, et là, vous avez donc 10 000 € qui sont payés par le réservataire, et donc la mairie en l'occurrence, et 10 000 € qui sont payés par les familles et la PSU. Alors la PSU, c'est la prestation de service unique, c'est la CAF en gros. Quand vous prenez une place en crèche, vous êtes une famille, vous allez payer une partie, la CAF va payer une partie. Si vous êtes, ça coûte à peu près 1 000 € par mois pour les familles. Si vous mettez à plein temps votre enfant. Si vous êtes riche, vous payez globalement 900 € et la CAF paye 100. Si vous avez des revenus modestes, vous allez payer 100, la CAF 900. C'est comme ça que ça se passe. Et
là où c'est donc D'accord. une place coûte à peu près ça, pour vous dire, une place en crèche municipale, quand il n'y a pas d'opérateur privé, Ouais. ça coûte, on va dire, ça dépend. Vous voyez, à Marseille, j'étais il y a peu de temps, je prenais un café avec l'adjointe à la petite enfance de Marseille. Elle dépense environ, elle, 15 000 euros par berceau, auquel il faut rajouter ensuite les 10 000 euros de présence d'enfants qui sont aussi de l'argent public. Donc ça Ok. coûte 25 000 euros à la collectivité. Mais c'est beaucoup, 15 000 euros par verso, si on vous lit. C'est- Elle est dans la fourchette très haute, en fait. Elle, parce qu'elle est en gestion directe. Voilà. C'est-à-dire c'est la crèche municipale de Marseille. Ok. Parce En que quand revanche, vous parlez des appels d'offres, évidemment, l'un des critères, malheureusement, vous le déplorez dans le livre, des appels d'offres et qui supplante un peu tous les autres, c'est le coût. C'est-à-dire, ils vont essayer de tirer jusqu'à 7 000 euros au lieu des 10 000, en fait. exactement. Mm. Mais donc, voilà à peu près ce que ça coûte à Marseille, donc 15 000, et il y a 10 000 euros qui vont être payés par PSU et famille et tout. Donc, on va dire ça coûte là 20-25 000 à la collectivité. Ok. Mais il y a une autre problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de mairies qui, au lieu de gérer en gestion directe, se disent moi, je vais faire des économies. Et presque se disent c'est positif, je vais faire des économies sur l'argent public, je vais déléguer la gestion de ma crèche municipale à des opérateurs privés. Ok. Et là, elles font un appel d'offres, elles reçoivent plusieurs offres. Et malheureusement, moi, ce que j'ai vu, c'est que bien souvent, elles choisissent l'opérateur qui va proposer l'offre, non pas la mieux disante, mais plutôt la moins chère. D'accord. Et donc là, vous avez, alors qu'en gestion directe, ça va coûter 15 000 euros environ, là, vous avez des opérateurs qui, il y a 20 ans, proposaient 8 000 euros, qui aujourd'hui en proposent 3 000. Mais le prix en crèche reste le même. Le prix pour mettre son gamin en crèche, il reste de 900. Ça, c'est toujours les 10 000 D'accord, euros. ça bouge pas. Mais le réservataire, en gestion municipale, en déléguant, ils ont souvent divisé le prix par 5. C'est-à-dire monstrueux. qu'en gestion directe, ça leur coûterait 15. En filant la crèche au petit chaperon rouge, ça leur coûte 3 000 euros par an. Et donc, vous dites d'une certaine manière, c'est hyper positif de filer au privé parce que ça coûte moins cher à l'argent public. On fait des économies sur le budget municipal et donc si sur vous l'argent voulez public. bien, on va détailler ces économies. Ouais. Comment on les fait? Donc, comment on les fait? On va peut-être détailler un tout petit peu parce que c'est quand même important de parler de ceux qui sont directement concernés. Les effets de ces économies sur les enfants. C'est des enfants traumatisés, comme vous le racontez, vous avez pu le constater, des gamins qui passent devant une crèche, qui se mettent à hurler, non, je veux pas aller à la crèche. C'est des gamins qui perdent du poids ou qui n'en gagnent pas. Vous avez constaté, plusieurs mères vous ont dit qu'il y avait des cassures de la courbe de poids. Un enfant, en général, il a une courbe de poids assez linéaire, en fait, dans ses premiers mois. Et on voit que ceux qui arrivent dans certaines crèches, tout d'un coup, ça devient... Elle se casse et elle reprend aussitôt quand ils sont sortis de la crèche. Donc là, des médecins vous ont confirmé que c'était réellement une question de sous-alimentation et aussi d'environnement. Voilà, c'est des gamins qui font des cauchemars, parfois même longtemps après avoir été sortis de la crèche. C'est des gamins qui ont pu avoir des traumatismes physiques, c'est-à-dire des coups, des griffures, qui ont pu avoir des punitions sévères pour des si petits. Tout ça, vous l'avez constaté. Et bien sûr, vous nous parlez aussi dans ce livre, mais on va peut-être pas y revenir, de cet enfant qui est mort dans une crèche People and Baby à Lyon à l'été 2020. C'est ça, Juin 2022. Ouais, juin 2022, voilà, je me trompais de date. Donc cette petite fille à qui on a fait ingurgiter de force du desktop parce que sans doute, la professionnelle vous révélait dans le livre qu'on aurait pu se douter qu'il y avait un problème avec elle, mais que vu qu'il y a vraiment un sous-effectif dans toutes les crèches et qu'il y a d'énormes difficultés de recrutement qui, de l'aveu même des gestionnaires de crèches, concernent 90% des gestionnaires, ils ont des problèmes de recrutement. 12 euros brut de salaire horaire quand même, donc c'est peut-être pas étonnant. Donc cette professionnelle, il y a eu des alertes sur elle, mais elle n'a pas été sortie du contact avec les enfants. Et puis le drame est arrivé. Voilà, donc ça c'est pour dire ce qui se passe sur les enfants, mais ça se passe pas pour rien. Ça se passe, on l'a un peu évoqué, parce que les personnels, on prend un peu qui veut bien venir. Je crois qu'il y a eu des dérogations quant à la formation des professionnels, notamment pour les micro-crèches. Donc on garde des tarés car on les préfère au vide. Ouais, c'est un peu ça malheureusement. Parce que vraiment le desktop, c'est vraiment écrit dessus qu'il faut pas donner à boire, je trouve.
C'est vraiment écrit sur l'étiquette que c'est. Non, mais là, dans ce cas précis de ce drame, c'est un homicide. C'est Ouais, fait ouais, exprès. ouais, Elle non, mais a, elle j'entends. a, la C'est professionnelle a voulu empoisonner monstrueux. cet enfant. Ce que je raconte moi dans le livre, c'est comment des pratiques financières au siège, et notamment des pratiques d'optimisation des coûts, ont des incidences sur les conditions de travail et, in fine, sur la qualité de la prise en charge des enfants. Mm. C'est ça que j'essaye de raconter, et que donc même tout le truc de certains de ces fondateurs de ces groupes, c'est de dire quand il y a des incidents et quand il y a des drames, c'est la faute du personnel. Et d'ailleurs, certains préconisaient, comme Christophe Durieux, le patron de People and Baby, On l'avait pas encore cité. quand il a Mais été, on a sa photo quelque quand il part. a été convoqué face à la ministre Aurore Berger, etc., il a dit ah, mais il faut installer des caméras de surveillance dans les crèches, du coup, comme ça, on évitera les drames. Moi, je raconte que c'est jamais la responsabilité. Évidemment, à Villeneuve-d'Ascq, il y a eu, près de Lille, il y a eu des faits de maltraitance que je raconte dans le Ouais. livre. Il y a eu 2 femmes qui ont été en première instance condamnées il y a quelques semaines. Évidemment, la personne qui a tué cet enfant à Lyon, elle a une responsabilité. Il n'empêche que la responsabilité première, elle est toujours à chercher du côté des groupes. Et Parce d'ailleurs, que c'est leur vous ligne de allez- défense de dire c'est la faute de notre personnel, parce qu'ils ont Exactement. réussi à s'en sortir en disant mais on va avoir, on est d'accord pour avoir plus de contrôle en fait. Exactement. Ça a été leur ligne de défense. Et moi, je raconte comment certaines pratiques maximisent ou minimisent la survenance de risques. Mm, mm. Dans le cas de cette femme, par exemple, je raconte comment elle a été embauchée quelques mois plus tôt par un autre groupe du secteur qui s'appelle Babylou, qui a d'autres pratiques, notamment d'autres pratiques RH. Tout est une question d'investissement et tout est une question de gestion des ressources humaines. Soit vous dépensez des millions d'euros pour bien sélectionner, bien recruter, bien former, accompagner, mettre des procédures de système de remontée d'informations, d'alerte. Enfin, et ça coûte très cher tout ça. Mais c'est essentiel dans tous les milieux du care où il y a de la vulnérabilité. C'est soit vous traitez bien votre personnel, vous l'accompagnez, il se sent en sécurité, il se sent accompagné par son groupe, et du coup, il va faire du bon travail, soit il est lui-même maltraité par son groupe et il va être maltraitant avec les enfants. C'est toujours les enfants, ou c'est pareil avec les personnes âgées. C'est même pareil avec les flics. Hein. C'est pareil un peu partout. C'est pareil un peu partout, mais évidemment, quand il y a de la vulnérabilité, des personnes âgées, des enfants en bas âge, des personnes en situation de handicap, des malades psychiatriques, ils sont encore plus réceptifs à un personnel qui va pas bien. Moi, je raconte comment, dans un groupe comme People and Baby, où il y avait un sous-investissement au niveau des fonctions support et notamment des fonctions RH, ressources humaines, bah oui, du coup, il y avait une récurrence d'incidents dans toute la France qui racontaient quelque chose. Il y avait des incidents et des drames partout. Moi, j'ai des familles à Metz, à Lyon, à Lille, à Paris, à Montreuil, qui ont porté plainte suite à des incidents graves. Suite à Villeneuve-d'Ascq, c'est des enfants effectivement qu'on va humilier et punir, et certains qui vont repartir avec des coups, des griffures. Bon, ça a duré presque 1 an et demi à Villeneuve-d'Ascq. Évidemment, un groupe qui fonctionne bien, quand ça arrive, bah, le personnel qui n'est pas responsable alerte tout de suite le siège, et en quelques jours, vous avez un audit, une enquête interne, la personne est mise à pied, il y a le groupe qui réagit. Quand pendant 1 an ça dure, et que le personnel qui alerte est licencié, et que les familles qui alertent reçoivent une plainte en diffamation, vous comprenez tout l'aspect dysfonctionnel. Donc moi je raconte toujours que c'est la responsabilité du groupe, et donc pour le cas de Lyon, cette personne a été embauchée quelque temps plus tôt par Babylou, et il se trouve que j'ai rencontré la directrice qui l'avait embauchée, et qui raconte comment elle s'est rendue compte le premier jour que la personne est arrivée en retard. Le deuxième jour, elle a laissé un enfant sur une table allongée seule. Sauf qu'elle l'avait tout de suite bordé, elle avait mis 2 personnes à côté d'elle. Oui, cette nouvelle était très accompagnée, mais ils se sont rendus compte que ça allait pas le faire. Voilà, que ça allait pas le faire. Au bout de 5 jours, ils l'ont sorti des effectifs.
voilà un système qui fonctionne. Bon, bah, quand vous n'avez pas les investissements, les moyens, bah, il y a une sélection qui est très mal faite. On prend effectivement le tout venant. Ensuite, quand il y a des pratiques dysfonctionnelles, il n'y a pas de remontée d'informations, donc on ne sait pas. Et l'autre élément qui est très important, c'est que dans un groupe chez Babylou, donc, il y avait une règle, on ne laisse pas une nouvelle employée, seule avec un enfant. Bah oui. C'est une règle de base. Pendant 2 ans, on la laisse pas seule avec un enfant. Bon, bah, chez People and Baby, il n'y avait pas cette règle. On a laissé une personne seule avec un enfant, obligé de faire le ménage en même temps que de s'en occuper. Exactement. En faisant l'ouverture. C'était vraiment formidable. Et donc, évidemment, juridiquement, cette femme a tué un enfant. Elle doit répondre de ses actes. Elle est responsable pénalement. Mais elle n'aurait pas dû être en capacité de le faire. Mais bien sûr, elle n'aurait pas dû être laissée seule avec un enfant alors qu'elle avait si peu d'expérience et alors même que certaines de ses pratiques devaient alerter. Donc, c'est là où vous voyez l'importance de l'investissement dans les fonctions RH et que dès qu'il n'y a pas ça et qu'en plus, bah, vous mettez un enfant ou 2 enfants ou 3 enfants en plus de la capacité réglementaire ça, de la on va crèche, en parler. Que vous mettez un effectif, un équivalent temps plein en moins. Bah, tout ça fait que, évidemment. On va parler de toutes les petites combines, enfin, qui sont même des grosses combines, des grosses ficelles, hein, notamment du couple Durieux, mais enfin, bon, un petit peu dans tout le secteur, mais eux, ils sont très emblématiques. Bon, comment on fait pour gagner un peu de sous? Bah, on rabote sur tout, en fait. On rabote sur les couches, on change les enfants moins souvent, c'était aussi le cas pour les personnes âgées. On les nourrit mal, on l'a vu. À un point, alors là, on va peut-être pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais vous avez rencontré un gars qui était chargé justement de faire les fiches nutritionnelles, etc., de faire les commandes. Ça, c'est fabuleux. Le premier directeur des achats. Ouais. Voilà, lisez le livre, vous saurez ce qu'il faisait avant, le gars. Donc, bon, ça, c'est juste pour l'anecdote, mais il aurait pu être très bon dans son métier. Et peut-être qu'il n'était pas si mauvais, d'ailleurs, mais simplement, il était tout seul, il n'avait aucune formation, et il était obligé vraiment de commander des repas au rabais pour les gosses et même des choses que les industriels qui pourtant ont en général envie de vendre leurs trucs hésitaient à lui vendre tellement c'était hors cadre, quoi. C'était trop peu, c'était trop mauvais, ça allait pas du tout. Donc voilà, donc la nourriture c'est une chose, le personnel on en a parlé, on prend le tout venant, on remplace pas les gens qui sont absents et qui sont malades, sachant qu'on rajoute en même temps des gamins avec cette fameuse tarification horaire dont on parlera, et là l'État a une responsabilité. C'est plein de petites choses voilà, qui sont de la petite tricherie. Et par ailleurs, eh bien, on pourrait penser, bon, bah, avec ça, ils gagnent de l'argent, les Durieux, les fameux. Et en fait, ils sont toujours à découvert. Pourtant, ils ne payent pas leurs fournisseurs. C'est les plus mauvais payeurs de la Terre. Et par contre, voilà, vous avez réussi. Alors, c'est à la fin du livre, j'ose pas trop le dire parce que c'est une partie du suspense. Comment ces gens arrivent à se payer des villas? Alors, c'est à Saint-Barth. À Saint-Barth, au Maroc. À 5 millions d'euros, au Maroc, en Grèce. Enfin, ils en ont à peu près partout. C'est leur fils qui fait des posts Instagram en disant que c'est très bien là-bas. Mais par contre, eux, on a l'impression qu'ils sont toujours à la dèche. Alors ça, c'est aussi un mystère que vous avez percé. Ouais, ça c'était très intéressant à découvrir. C'est que parfois vous avez, alors des pratiques irrégulières et des fraudes, elles sont rarement évidentes. Mais disons que parfois vous avez des signaux qui vous permettent de dire que il y a une alerte. Chez Orpea, c'était très intéressant parce que c'est un groupe qui générait des profits absolument ahurissants, qui était coté en bourse et qui allait, de l'avis de tous les analystes financiers que j'avais rencontrés, rentrer dans le CAC 40. C'était une des plus belles boîtes de la place financière parisienne. Et parce que vous aviez quelque chose de très lisible, c'est il y a de plus en plus de personnes âgées, c'est un secteur énorme qui ne va ne faire que grossir, et Orpea avait des taux de croissance à des chiffres et faisait des taux de marge, d'EBITDA, on appelle la rentabilité avant loyer amortissement, de 35%. Ah, quand même. Monstrueux. Et donc, il y avait des analystes financiers qui, quand que vous soyez une riche avec une riche personnalité ou alors un petit épargnant français, un retraité, on vous disait, vous alliez voir votre banquier pour savoir où investir, il vous disait investi dans les EHPAD et investi dans leur grille et investi évidemment dans Orpea, c'est le meilleur de tous. Et
ça aurait dû collectivement, et je pense qu'il faut tous se mettre dedans, alerter, parce que on ne peut pas en vrai faire ces taux de marge dans un secteur comme celui des EHPAD, de la grande dépendance, où il y a nécessairement beaucoup de masse salariale, et vu que l'emploi coûte relativement cher en France, en tout cas plus cher que dans d'autres pays, normalement vous ne pouvez pas dégager de tels taux de marge. Et donc, vous savez que si vous dépassez ces taux de marge, si vous arrivez à ces taux de marge, ça veut dire que vous avez optimisé sur les coûts et donc sur la masse salariale. Donc, ça ne tenait pas de pouvoir faire ces taux de marge sans être maltraitant. Mais alors, Et donc, là, ça aurait dû nous alerter. Il se trouve que... mais alors là, ça, c'est pas le cas. Parce Là, que c'est là, pas le on cas. n'est pas dans le CAC 40. On est dans le seul. Quand même, vous exagérez, Victor Castanet, parce que vous attaquez le seul groupe indépendant. Exactement. Voilà, eux, c'est leur argument. Eux, c'est leur argument. Ils disent que c'est un groupe indépendant, familial, presque. Voilà. Et effectivement, il y a quelque chose, moi, qui m'a surpris assez rapidement, c'est qu'ils ne dégageaient pas de revenus. Je regardais les comptes de People and Baby, je voyais qu'ils optimisaient partout, sur la masse salariale, sur les couches, sur les repas, et parfois en se mettant en risque. Parce que en flirtant avec la Ligue jaune, voire en la dépassant, dans certains cas, je raconte comment ils ont fraudé au chômage partiel. Voilà, Notamment, leurs employés ont travaillé, enfin leurs employés, leurs commerciaux ont continué à travailler. Les crèches étaient fermées, bien sûr, donc pas leur. En étant payés par le chômage. Voilà. Et bon, il y a tout un tas de sujets où je raconte qu'ils franchissent allègrement la ligne jaune. Et je me dis, mais pourquoi? Et ça se traduit pas sur leur... Non, pourquoi prendre autant de risques alors que People and Baby ne gagnent pas d'argent? Et d'ailleurs, les fondateurs, à chaque fois qu'ils devaient s'expliquer, disaient, bah écoutez, nous on gagne 10 000 euros par mois de salaire et on ne touche pas de dividendes de notre société. Mhm. Donc je disais, bah C'est étrange. c'est étrange. C'est étrange. Par contre, dès qu'ils Et- avaient un peu de thunes, ils rachetaient. Ils avaient une folie de racheter Ils et, se- si possible, les concurrents. Bah, en fait, il y avait ce double mouvement qui est un mouvement de 1, vous faites des économies très importantes. 2, vous ne payez pas vos fournisseurs. Ils Ah oui. avaient de très gros problèmes Mais des trucs avec de dingue. Hein. des sommes, Enfin, ni les fournisseurs, ni les bailleurs. ni les bailleurs. Vous avez des exemples précis pour... Ouais, alors des exemples, j'en ai plein, mais ça va être, par exemple, Elior, qui est le fournisseur de repas. Pendant un certain nombre d'années, avant de partir parce qu'il n'en peut plus, People and Baby lui doit un peu plus d'1 million, 1,1 million de factures impayées. Ok. Il ne paye pas ses factures. Et donc, Avec Elior une stratégie relance. bien rodée, en fait. Ouais, On commence par pas en payer une, voici ça râle. Et ensuite, enfin voilà, ils avaient vraiment, vous avez des lanceurs Faut en d'alerte payer qui beaucoup vous pour ont. monter à 1 million quand même. Qui Beaucoup. Et en fait, ça va de factures de 1 million pour Elior à une petite ferme qui fait venir des animaux dans les crèches pour amuser les enfants, à qui qu'on fait travailler, intervenir dans les crèches pendant 1 an, mais qui on doit, je sais pas, 5 000 euros. Ouais, mais Et sur qu'on une paye pas. petite structure comme ça, c'est Énorme. monstrueux. Ça. Et donc, il y a comme ça dans toute la France des entreprises de couches, de repas, de lait qui n'ont pas été payés. Et la conséquence directe de ça, c'est que ils ont à certains moments arrêté de livrer. Mais où ils peuvent gratter, ils grattent, c'est dingue ça. Partout. Et donc, avec cette stratégie du mauvais payeur qui était de dire, tu sais quoi, dans tous les cas, s'ils récupèrent leur argent ou pas, parce que quand même, à un moment, en allant en justice, vous gagnez, mais on aura fait ce qu'on appelle un fonds de roulement, c'est-à-dire on fait vivre la société en ne payant pas ce qu'on doit, bah, voilà. Et en plus de ça, il y aura évidemment pas 100% qui vont aller en justice, il y aura peut-être 70%. Donc on a déjà gagné ça. Et dans ceux qui vont aller en justice, pareil, il y en a peut-être 80% qui vont gagner, mais et 20 qui vont perdre. Ouais, faire durer les procédures. Exactement. Abandonner les gens. Et donc il y a tout ça. Il ne paye pas ses fournisseurs. Les crèches se retrouvent en grande difficulté. Il optimise sur la masse salariale, sur les coûts et tout. Et donc il ne gagne pas d'argent. Et je vais découvrir à la fin du livre pourquoi. Et c'est parce qu'en fait l'argent s'est fait non pas avec People and Baby, mais en parallèle, voire au détriment de People and Baby, avec l'immobilier. Les fondateurs étaient propriétaires, non pas via People and Baby, mais via des sociétés immobilières personnelles, de locaux de crèche qui louaient à leur propre société en fixant eux-mêmes
les loyers. D'accord. Et donc, en fait, ils se sont créés un patrimoine immobilier qui représente aujourd'hui presque 150 millions d'euros, mais sans que personne ne puisse le percevoir. Mhm. Parce que ils étaient propriétaires de SCI. Les salariés de People and Baby sont pas forcément au courant de qui est propriétaire des locaux des crèches. Et c'est juste qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait. C'est comme ça que moi j'ai été alerté au départ, qu'il y avait des loyers qui étaient hors marché, qui étaient plus chers que les crèches du coin. Genre Hmm. 2, 3 fois, 4 fois plus? Non, jamais de cet Bah ordre-là. non, Mais- Toujours. ils sont pas fous. Ça peut être moi, par exemple, j'ai analysé un lot de 7 crèches en France. J'ai fait faire analyser par des spécialistes de l'immobilier. Ça allait entre 10% et 60% Ok. de surfacturation. Mais par exemple, on donne le cas d'une crèche dans le 16e arrondissement de Paris. Le loyer qui est fixé dans les prix du marché par les spécialistes avec lesquels je suis en contact, c'est 200 000 euros par an. Le loyer qu'ils ont fixé, c'est 300 000. Bon, Ok. vous voyez, c'est un... Ouais. C'est un chuteau business. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais alors quand même, il y avait, bon, je raconte pas tout le livre, mais il y avait quelques petits signes d'alerte quand même sur la personnalité aussi de ce fameux Christophe Durieux. Je parle plus de lui que de sa femme, qui elle est quand même. Est-ce que tu peux les présenter pour les personnes qui... Alors, il va les présenter, mais Christophe Durieux, c'est le fondateur de People and Baby, et sa femme, Odile, je crois, qui elle a été un peu péricultrice en hôpital avant de se lancer dans l'aventure. Et bon, elle, en tout cas, elle est plus reconnue pour avoir quand même une attention un petit peu aux enfants, plus que lui. Et quand je parlais des signaux d'alerte sur le fait que ça dysfonctionnait, puis qu'il y avait un côté bling-bling quand même quand il vient négocier des salaires en hélicoptère. Enfin, bon, il y a quand même... Pas négocier les salaires, mais pire, en fait, négocier des réductions de salaire. il va lors des appels d'offres de délégation de service public, il va voir une mairie pour négocier le prix et être sûr de remporter le marché. Il va notamment souvent négocier les tickets restaurants. C'est ce que me raconte une RH de l'époque qui me dit, en fait, normalement d'ailleurs ce n'est pas légal, quand vous reprenez une crèche municipale, vous devez faire en sorte que les salariés gardent les mêmes droits. Mhm. Et notamment leur avantage en tickets restaurant. Bon, ça faisait faire une petite économie de les supprimer, et du coup ils pouvaient baisser le prix qu'ils faisaient payer à la mairie. Et donc, ils proposaient ça, la suppression des tickets restaurants, et ce qui rendait dingue certains salariés, et notamment certaines de mes sources, ils me disaient, ils négociaient ces tickets restaurants, et globalement, et donc, pour négocier ces tickets restaurants, ils faisaient l'aller-retour en hélicoptère. C'est lunaire. Et ça représentait globalement le coût de l'essence de faire ces économies sur les tickets restaurants. Et donc ça, c'est bon parmi... Mais cet hélicoptère n'était pas vraiment à lui, il était à une de ses sociétés, sans doute comme tous ses biens. Bah, il était... on achète rarement un hélicoptère en son nom propre, c'est souvent via des sociétés. Ah, mais quand on est très riche. Mais oui, il le faisait payer, il le faisait peser sur la boîte. Il y a d'ailleurs un certain nombre de témoins qui m'ont rapporté que les frais d'essence, de maintenance étaient mis sur People and Baby. Je sais pas si c'était un hélicoptère, mais en tout cas, comme font tous les gens qui font ce genre d'évasion fiscale ou optimisation, si on veut être gentil, c'est-à-dire qu'ils louent, ils louent leur propre yacht à la société qui leur appartient, qu'il a acheté. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses dont il était coutumier, et ce que vous avez fini par découvrir. Voilà. Il faut savoir que People and Baby, c'est pas simplement en France, hein. C'est une boîte internationale, et alors il avait quand même quelques marottes. C'était de choper les marchés de ses concurrents. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était un peu blacklisté parmi ce cercle très fermé des gros gestionnaires de crèches. Oui, je raconte, au-delà de son cas à lui, un développement qui s'est fait au détriment de la qualité des structures et qui a touché plusieurs groupes. C'est que c'est aussi une histoire, il faut le dire, parce que c'est vraiment comme ça, c'est aussi une histoire de mecs et d'ego. C'est-à-dire c'est souvent par duo, mais disons que c'est 4 hommes qui ont porté ça au sein de People and Baby, les Petits Chaperons Rouges, La Maison Bleue et Babylou. Oui. Il y a 4 grands groupes qui ont démarré au même moment, 2003-2004, qui sont tous devenus des multinationales. Et à la tête, vous avez donc 4 mecs qui se sont fait, qui ont joué un peu aux petits chevaux, ou plutôt
Moi, c'est comme ça que je le raconte au Monopoly. Monopoly, ouais. Ok. Et c'est celui qui allait avoir le plus de crèches qui allait remporter. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de du concours de celui qui allait avoir la plus grosse, quoi. Et il y a un peu ça. Ouais, on visualise. Euh, Oui, et, tout à fait. et donc, pour certains, ils ont eu l'obsession de ce développement au point que ça menace même la fragilité de ce groupe. C'est ce qui s'est passé chez People and Baby. Il y a eu, avant qu'ils deviennent un groupe sans actionnaires, il a eu un certain nombre d'actionnaires pour se développer, parce qu'il faut de l'argent pour se développer, il bien faut sûr. beaucoup d'argent. Et donc, il a eu un actionnaire comme la Caisse des dépôts, la BPI, Oui, oui. Banque publique d'investissement, qui a Qui mis est de bien l'argent. sympa, mais qui demande un tout petit peu de contrôle. Bah, elle a bien voulu mettre de l'argent pour qu'il se développe, et puis à un moment, elle lui a dit, écoute, là, tes fonctions support, ça ne va pas. Les fonctions RH, c'était en début des années 2010. Tu peux pas, un groupe aussi gros, avoir des fonctions RH de ce niveau-là. C'est pas du tout professionnel. Ça va pas. Donc maintenant, tu vas arrêter de te développer et tu vas gérer ta base, c'est-à-dire faire en sorte que tu aies un siège qui fonctionne. Il a dit bon, bah, vous m'emmerdez. La Caisse des dépôts est partie. Et puis après, il ne va prendre non pas des actionnaires, non pas donc des fonds d'investissement, mais il va prendre des fonds de dette. C'est-à-dire, c'est des gens, normalement, un fonds d'investissement, il vous prête 100 millions, par exemple, et il prend 20% de votre capital. Et donc, il est au board, il est au conseil d'administration, il surveille vos décisions. Et quand vous voulez vous développer en empruntant tout en étant tranquille, vous allez voir un fonds de dette qui, lui, est un peu comme une banque, vous prête beaucoup d'argent. En l'occurrence, c'est Alcentra, qui est un fonds de dette britannique, qui appartient lui-même à Franklin Templeton, qui est un fonds de dette américain, qui est un des 10 plus gros fonds de dette au monde. Il a 1200 milliards d'encours. C'est Ouais, gigantesque. mais c'est des Et gens qui quand même rigolent pas trop. ils rigolent C'est-à-dire pas que, du tout. c'est-à-dire que, ok, ils prêtent de la thune, mais à un moment, si la thune n'est pas remboursée, ils prennent la boîte. En gros, c'est Exactement. ça. Bah, c'est un peu ça, c'est que on vous prête, et comme on rentre pas au board, on vous prête à des taux très importants. Et donc, on lui a prêté entre 2018 et 2022 l'équivalent d'un demi-milliard, 500 millions d'euros, enfin 460 millions exactement. Et donc, il était très content. Ils étaient très contents, Christophe Durieux, Odile Broglin. Ils ont acheté à tour de bras. Ils ont acheté souvent Dubaï, Corée. Dubaï, Singapour, Chine, États-Unis. Ils ont acheté sûrement beaucoup trop vite et souvent trop cher. Parce qu'il y avait la folie des grandeurs. Il avait une carte, c'est comme si on vous donnait une carte illimitée. Et T'as les yeux qui brillent, PA, ça se voit. moi, on me donne une carte illimitée en me disant, c'est quoi, tu paieras dans 5 ans. Eh ben, évidemment, vous prenez beaucoup plus de risques que... C'est quoi le premier truc que tu fais si on te donne une carte illimitée? Et c'est quoi le premier truc que je fais? Bah, peut-être que je m'achète une belle maison à la piscine avec piscine dans le sud, je sais Ouais, pas. c'est une bonne idée. Une C'est maison une bonne pour idée. mes enfants, pour avoir une maison de vacances, ouais, sûrement. Et si j'avais une carte illimitée et que je devais payer dans des années, Et tu fais pas un peut-être que... journal? Non, mais oh, quelle Hein, traite. bah, Tu fais pas un journal. Pourrait. Il me demandait Tu pour montes moi. pas un Moi, je pensais journal. que t'allais acheter un nouveau trench à Uniqlo. Non, non, moi je pensais que t'allais un journal d'investigation, qu'on est C'est- tous du boulot. Bah, Non, il préfère ses enfants et sa maison et la piscine, et je le comprends Ça, totalement. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, Mais, pardon. non, mais un journal, j'y pense d'ailleurs. Donc, quand on vous donne une carte illimitée, vous faites n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi sur certaines décisions. À Singapour, il a acheté un groupe 65 millions d'euros. Il va aller sûrement entre 10 et 15 millions d'euros de moins. Mais parce que, et justement, un de ses concurrents avait fait une offre qu'il avait augmentée jusqu'à 55 millions. Et lui a fait une offre bien supérieure pour le plaisir de battre son concurrent et d'obtenir le marché.
alors que stratégiquement, économiquement, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, D'où le rôle de l'heure, il y a eu les gens qui travaillent à ce- l'intérieur quand même. Hein. C'est un peu indécent quand on voit les salaires des gens qui soignent les gamins. Quoi. Bien sûr. C'est- Quelqu'un qui nous parle de ça. Le problème avec le low cost, c'est que l'horizon salaire, c'est le SMIC à vie. Ouais, c'est On ça. n'attire pas les vocations comme ça. Bah en fait, donc il y a cette dynamique de low cost dont je parlais rapidement tout à l'heure, c'est qu'en gros, il y a de plus en plus de mairies en France qui font appel à des opérateurs privés et qui choisissent les moins chers dans les appels d'offres. Et donc les prix, au lieu d'augmenter, ce qui aurait été logique avec l'inflation, en fait, ont été divisés par 3 en l'espace de 15 ans. C'est ça, globalement, ils sont passés de 8 000 en 2010 à 3 000 aujourd'hui. Ou 7 500 à 2005. C'est à peu Juste, on près va le revenir mouvement. sur Durieux, mais Et pardon, juste pour finir là-dessus, quand tes prix sont divisés par 3, tu peux tordre le truc dans tous les sens. Mais Hmm. il n'y a qu'une incidence, c'est que tu dois baisser tes coûts. Ben oui. Et ton principal coût, c'est ta masse salariale. Et quand on est parent, par exemple, comment on fait pour savoir ça? On se renseigne, mais de toute façon, on est coincé. Hein, c'est ce qu'on disait au début. Il y a tellement besoin de place en crèche et il y en a tellement pas. Il n'y a pas de solution, sauf à enlever son gamin de la crèche, en fait. Il y a un sujet de société derrière, et peut-être d'ailleurs encore plus un sujet féministe aussi derrière. Mhm. C'est que, évidemment, comme il n'y a pas assez de place en crèche, vous vous retrouvez parfois, moi c'est le cas de beaucoup de femmes que j'ai suivies, elles se retrouvent parfois à mettre leur enfant dans des crèches sans l'avoir vraiment choisi, Mhm. mais parce qu'il n'y avait pas de place en crèche Ouais, ouais, principale, bien sûr. puis après elles ont pris la première où il y avait de la place, où on leur dit d'ailleurs, si tu veux être sûr d'avoir de la place, prends une réserver. crèche d'entreprise. Mhm. Ah bon, mais moi je suis médecin. Ah non, mais attends, tu peux, t'inquiète pas, ça passe. Et donc ils payent en plus de ce qu'ils paieraient habituellement 15 000 euros en plus par an. C'est quoi cette nuance entre entre crèche d'entreprise En fait, et crèche, donc il faut. Soit tu as une mairie qui a pris une place, qui a réservé des places chez Ok. People and Baby, soit c'est une entreprise. L'Oréal, LVMH, Bouygues, vous savez quoi, peut-être l'UMA, Ok. pour ses salariés, réservent des places et du coup, ces salariés peuvent avoir des places de crèche dans un réseau qui a des places dans toute la France. D'accord. C'est une politique d'attractivité pour des groupes pour attirer les salariés en disant chez nous tu vas pouvoir avoir une place de crèche pour ton enfant. Bon, et ça, disons que quand une mairie achète une place à des groupes privés, réserve et met 5 000 euros, L'Oréal met 15 000. Ok. Donc ça se passe comme ça. Donc il y a toujours besoin d'un réservataire. Donc soit tu vas avoir une place par ta mairie, soit tu vas avoir une place par ton entreprise. Ok. Sauf alors, que quand tu es t'es profession médecin, libérale, voilà. médecin, Ou avocat, artisan, voilà. non, artisan encore, il peut avoir une entreprise. Mais il y a tout un tas, quand en gros tu n'es pas salarié et que tu vas, moi par exemple je suis pas salarié. J'avais pris un moment une place en crèche privée à Marseille pendant une année. Et du coup, je les arrangeais pas du tout parce qu'il n'y avait pas de réservataire. Il me manquait 10 000 euros. Il manquait de l'argent. Et donc, moi, on ne voulait pas de moi. Et on me demandait, est-ce que vous avez une entreprise? Non, j'ai pas d'entreprise. Bon, et moi, ils ont accepté parce que ça leur permettait de combler un trou, mais c'était moins rentable. Mais sinon, ils vont pousser des gens, et notamment des professions libérales, à prendre une place d'entreprise et donc à payer ces 15 000 euros en leur disant... Vous payez 15 000 euros, mais vous allez pouvoir bénéficier de déduction fiscale, alors qu'en vrai, ils ne respectent pas les termes de la loi. Donc, oui, ça, c'est une autre petite, qui permet de faire payer les parents. Mais il y a une pénurie de places qui fait que, les groupes, du coup, quand vous êtes un groupe de moins bonne qualité, quand vous mettez moins d'efforts sur la masse salariale, sur les fonctions support, sur la bouffe, etc., ça n'a pas d'incidence sur votre business. Vu que de toute façon, comme il n'y a pas de place, les gens viennent, et qu'il y a un deuxième problème en France, c'est que personne n'est capable de dire si une crèche est de meilleure qualité qu'une autre. Et même pas les avis qu'on trouve sur Internet. Ça peut être le seul élément, mais moi je raconte. Donc effectivement, il y a en France aucune grille nationale qui permet de comparer les crèches. Comme d'ailleurs, il n'y en avait pas pour les EHPAD, ce qui est donc une catastrophe parce que ça n'a aucun intérêt de faire de la qualité, vu que personne n'est là pour montrer que vous avez un meilleur EHPAD ou une meilleure crèche que l'autre. Ce serait ça la solution? Ah, ça c'est une des solutions, c'est évidemment la transparence, c'est-à-dire d'obliger tous les groupes de France, d'EHPAD ou de crèches, à publier 5 indicateurs très simples, nombre d'effectifs, taux de turnover,
taux d'absentéisme, coût des repas, des critères comme ça très simples dans toute la France, et vous avez un site gouvernemental sur lequel il y a tout, et comme ça vous regardez autour de chez vous Ok, et vous faites le comparatif entre les deux. mais sérieux, même moi je vote pour des gens, pour mon maire par exemple, dans une ville. Normalement, ça, il l'a dans l'appel d'offres. Pourquoi il choisit pas ces critères-là aussi? Il y a en fonction, quand vous faites un appel d'offres, vous faites un cahier des charges. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est tout un sujet. Il y a des mairies en France qui n'avaient pas les compétences pour faire un cahier des charges Mhm. et donc qui se sont fait avoir. Et puis il y a d'autres mairies Qui l'ont fait volontairement. qui l'ont fait volontairement, c'est-à-dire il y avait plein de critères, nombre d'effectifs, ce que vous voulez, et qu'au final, le seul critère qui comptait, c'était le critère financier. Mhm. Et ça, je donne un certain nombre d'exemples, mais je raconte comment même à Matignon, Ouais. entre deux offres, pour les collaborateurs du Premier ministre, ils choisissent entre deux opérateurs celui qui va être 2 fois moins cher que l'autre. En l'occurrence, c'est les petits chapeaux rouges qui sont à 3 000 quand le concurrent était à 6 000 par berceau. Et il y a un poste en moins. Mhm. Tous, partout, ils ont choisi le moins cher. Mhm. Alors, donc, pour les avis, ne vous fiez pas à Ah oui, Internet, sur les parce que avis. sur les avis, on Sur les vous avis, révélez dans le je livre raconte, que... je raconte évidemment, je raconte aussi comment chez People and Baby, on demandait aux salariés, c'était vraiment une politique du groupe, de faire des faux avis sur Google en disant c'est une crèche super, mon enfant était trop bien, etc. Mais il fallait qu'ils le fassent bien quand même, parce Et que fallait qu'ils le fassent bien. il y en a qui l'ont fait sur leur propre mail, pourri, quasiment leur mail professionnel, mais franchement, Qui ont ils fait se sont fait ça engueuler. un peu amateur, et donc à un moment c'est un haut cadre de l'entreprise qui m'envoie le mail de la DRH de l'époque. Ça, c'est une histoire singulière ou c'est vraiment propre à Ça c'est beaucoup, People beaucoup and Baby, ça c'est People C'est and Baby. dingo. Parce qu'il faut prendre vraiment des très gros risques pour faire un truc pareil. Et là en plus Bah ouais. c'était écrit par mail, c'est-à-dire que c'est la DRH qui envoie. Oui, c'est un problème de fonction RH, merci, quoi. on m'a remonté qu'un certain nombre d'internautes s'étaient rendu compte que des salariés de People mettaient des faux avis. Et moi, je pense qu'elle va dire, c'est interdit de mettre des faux avis. Et là, elle met, pour rappel, si vous voulez mettre des avis, faux avis, merci de utiliser un compte À usage unique, à en fait. usage unique qui ne soit pas le Mhm. vôtre. 2, ne mettez pas votre nom et votre adresse. 3, enfin, elle dit tout ce qu'il faut faire pour mettre des faux avis sur Internet, ce qui est une folie. Parce que c'est une folie de manière générale pour un gros groupe de dire ça à ses salariés, encore plus par écrit, encore plus quand ça Bah concerne oui. des enfants sur des sujets aussi sensibles. Et en plus, après le drame de Lyon, et donc le mort de ce nourrisson dans une crèche People and Baby, eh ben, ils ont demandé à leurs salariés d'écrire encore plus d'avis positifs sur Oui, internautes, pour sur lutter Internet, contre la mauvaise lutter contre réputation. cette mauvaise Enfin, pub. 14 messages, ça vaut pas un mort, je pense, mais après, c'est bon. Ah, Non, ça, mais ça c'est comporte. sûrement, comme il n'y a pas de critères pour comparer des crèches, et ben, un des seuls gestes que font les parents, c'est d'aller sur Google. Bah oui, oui. Et ils voient qu'une crèche, si les 3 derniers avis, c'est aussi extraordinaire, j'ai jamais vu une équipe comme ça. Bon, ça vous rassure. Comme on ferait pour un coiffeur. Exactement. Mm. Exactement. Alors, revenons au Durieux quand même. Enfin, revenons. Ah non, avant de revenir au Durieux, il y a quelque chose qu'il faut peut-être qu'on détaille ici parce qu'on a. C'est un peu technique, mais c'est tout par-delà aussi. C'est la fameuse tarification horaire mise en place par les CAF et qui a un peu tout changé et qui a précipité un peu une gestion très différente, c'est-à-dire une gestion à la pointeuse. Et alors, ça, c'est un des points très importants qui est souvent technique, donc c'est très difficile à expliquer. On va Quand vous essayer. avez une interview de 8 minutes à la radio, ça demande un peu de temps, mais je peux le faire assez court. C'est que, en gros, je raconte donc les dérives d'un groupe comme People and Baby, la responsabilité d'un secteur sur le low cost. Et je dis que c'est un peu trop facile pour le public de pointer seulement la responsabilité de ces groupes privés et de dire qu'en gros, bon, les groupes privés, ils ont l'obsession du taux d'occupation. Ils ne pensent qu'à remplir, et c'est comme ça que vous mettez en tension vos établissements. Moi, je raconte que c'est précisément le système mis en place par l'administration française qui pousse cette dynamique. En gros, c'est un système de facturation à l'heure, comme dans les hôpitaux avec la T2A, le système de tarification
l'activité. Mhm. Dans d'autres pays, et dans la plupart des pays d'ailleurs, ça n'existe pas. C'est des systèmes au forfait, c'est-à-dire à la journée. Bien sûr. Et donc, Ok. en fait, vous payez à la journée. Si vous décidez de prendre votre enfant à 16h au lieu de 18h et tout, ça ne change rien à ce que va toucher la crèche. Ce qui est d'ailleurs assez logique parce que c'est pas parce que moi je décide de retirer ma fille à 16h au lieu de 18h qu'on va enlever un membre du personnel Bah pour les oui, 2 oui. heures que je fais en moins. Donc, la crèche doit être toucher autant d'argent public. En France, c'est la Cour des comptes, notamment, et Bercy, qui ont poussé vers ça. Ils ont dit, nous, on veut que chaque euro d'argent public qui est dépensé soit rentabilisé au maximum. Donc, en fait, maintenant, on va pousser les groupes, quand il y a des absences, à les remplacer pour augmenter le taux d'occupation effective. En Ça gros, veut dire qu'on on appelle les finance- gens, les parents, pour leur dire, eh, mettez votre gamin aujourd'hui. c'est-à-dire que on va, il y a des enfants à l'année. Et par exemple, je sais pas, dans le contrat qu'ils ont pris, ils n'ont pas le mercredi après-midi. Et ben, on va mettre des enfants en plus pour boucher chaque trou. Mhm. Sauf que quand vous faites ça, c'est quoi l'incidence? Un, les équipes, elles sont constamment en tension. Il n'y a jamais de moment où il y a moins d'enfants. C'est constamment en tension. Deux, les équipes et notamment les directrices, elles se mettent à ne penser qu'à une chose, c'est le taux d'occupation. Parce que le groupe pousse, parce que l'État demande en disant, bah, si ton taux, c'est même encore plus compliqué, il y a un taux Ouais. d'occupation et un taux de facturation, ouais. de taux de facturation, qui mesure en gros la différence entre le taux d'occupation dans les heures facturées et le taux d'occupation des heures de présence réelle. C'est-à-dire on met toujours son enfant moins que ce qu'on avait proposé. Oui, oui, oui. Bah oui. Et donc, Et donc, il ne faut pas que ce ratio il soit trop élevé, exactement. sinon on perd de l'argent sinon, public. l'argent public, en gros, vous avez des bonus et du malus. Vous allez toucher 4 euros de l'heure au lieu de toucher 5 euros de l'heure. Et donc, en fait, il faut remplir. Moi, je raconte, donc l'incidence que ça a eu, c'est que tension sur les équipes. Deux, on pointe les parents Mhm. à l'heure d'arrivée, à l'heure de départ. Et les directrices, elles vous le racontent, elles vous disent maintenant, moi, mon boulot, j'ai pas le temps, et les équipes, j'ai pas le temps de gérer les enfants parce que je fais que des arrivées, des accueils et des départs d'enfants toute la journée. Ouais. En gros, le nombre d'enfants a été quasiment doublé depuis cette réforme, c'est-à-dire je raconte comment une crèche de 20 enfants, bah, normalement il y a 20 enfants, et ben il y a dans la plupart des crèches aujourd'hui 40, parce qu'il y a les 20 enfants de départ. Avec le même nombre de personnes pour de s'en occuper. personnel. C'est juste que il y a 40 enfants qui vont passer dans l'année, parce qu'il Ok. y a des remplaçants et des enfants qui viennent que pour 2 heures par-ci, 2 heures par-là. En Ce termes qui de fait projet que pédagogique, etc., c'est fort. avant, vous aviez 20 enfants, vous pouviez les suivre toute l'année, vous les connaissiez, vous avez du temps pour suivre leur évolution, mettre en place un projet éducatif, etc. Bon, bah maintenant, comme il y a 2 fois plus d'enfants et que surtout ils viennent pour des petites séquences de quelques heures et tout, bah, vous n'avez pas le temps de suivre votre équipe à l'année. Donc ça, comme ça, dégrader même le sens du travail des pros, qui du coup, bah, elles font moins un travail de long terme, elles ont moins un travail de suivi, elles sont dans des tâches administratives, elles sont dans des entrées, des accueils, Le elles font des reporting, transmissions. toujours. Et ça, c'est un problème commun aux crèches privées et aux crèches publiques? Crèches publiques, Ok. enfin crèches municipales, associatives, privées, ils sont tous Il y a dans le même quelqu'un bateau. qui nous demande si ce serait possible de créer une instance indépendante qui va dans les crèches comme les comités d'hygiène dans les restos. Bah, il y a Ligas. des contrôles. Il y a des contrôles de la PMI, la protection maternelle infantile. Il y a des contrôles. Est-ce qu'ils ont du assez de CAF. moyens? Non, c'est toujours le même sujet. Enfin, c'est toujours pareil. Si moi, mes enquêtes voient le jour, que ce soit sur Orpea ou sur People and Baby, et que je découvre des pratiques, notamment de détournement d'argent public, de suroccupation, pas de suroccupation, Micheline, directrice de tel établissement, a mis 4 enfants en plus. C'est le siège de certains de ces groupes qui demandent de dépasser de tant d'enfants sur l'ensemble de leur structure et tout. Bon, s'il y a ce jeu-là sur le ratio d'encadrement, les effectifs, des fraudes à l'argent public
et que ça a été mis en place pendant 20 ans, c'est que les contrôles n'ont pas été faits. Hmm. Et je raconte, oui, manque de moyens, souvent manque de compétences. Il faut un œil financier et comptable pour découvrir certaines des fraudes. Et puis pas de Euh, remise en cause non plus dans les CAF, ils se sont aperçus que ça marchait pas. Ce système, ils l'ont maintenu et ils l'ont même renforcé en ouais, 2014. ça je raconte effectivement, c'est ce qui est le plus grave peut-être, c'est que ils se sont rendus compte, il y a des directeurs de CAF qui ont alerté la CNAF, la Caisse nationale des affaires familiales, qu'il y avait des groupes comme People and Baby qui faisaient des fausses déclarations d'heures de présence de bébés pour toucher plus Dès d'argent public. 2014, donc il y a 10 piges. Non, c'est en 2019-2020. Ok. Mm. Ils découvrent ça. C'est un peu avant le Covid. Il alerte la CNAF en leur disant il y a un problème là, ça va pas. Ils font des fausses déclarations. Et la En réponse? gros, ils Bah, pas de relancent, réponse. pas de réponse. Pas de réponse. Et en fait, il dit que voilà, il explique qu'il y avait des membres du conseil d'administration de la CNAF qui avaient été informés et il s'est rien passé. Bah, ils ont été informés aussi que des travaux étaient surfacturés et il s'est rien passé non plus. Enfin, il y a voilà, tout l'argent public aussi qui va pour faire des travaux dans les crèches. Parfois, les factures sont démentielles, pas de vérification Bah ça sur c'est un pièce. autre sujet, c'est effectivement sur les subventions d'investissement où je racontais tout à l'heure qu'on donnait 8 000 € par place de berceau et moi on me raconte, notamment des membres du service achats et travaux de People and Baby, que en fait donc ils touchaient 8 000 € par berceau et ils devaient du coup faire un devis pour dire voilà ça va nous coûter tant la peinture, la remise en état de ça, etc. Et en fait ce qu'ils m'expliquent c'est qu'ils faisaient eux-mêmes les devis. Mhm. Au lieu d'aller voir une entreprise de bâtiment, de peinture pour faire les devis, il me disait bah c'est moi, un peu au doigt mouillé en allant sur internet, qui faisait un devis en grossissant le trait. Et, et donc, ça déjà c'est pas légal. Mhm. Et ensuite, certains m'expliquent qu'en gros, People and Baby faisait de la marge sur l'argent. Et je dis, mais attends, ils viennent jamais contrôler sur place, ils se rendent pas compte que vous n'avez pas dépensé 800 000, mais plutôt 400 000 de travaux. Ils me disent, bah non, en fait, c'est ça tout le problème. Ils disent, ils ne viennent pas sur place, sinon ils verraient, Faut ils un comprendraient, hélicoptère pour venir. ils comprendraient C'est ça. que on n'a pas dépensé ce qu'on a dit. Simplement, ils font un calcul de combien ça coûte de faire des travaux au mètre carré pour une crèche, etc. Ah oui, d'accord. Ils ont un calcul abstrait, théorique, Mhm. pour l'ensemble de la France. Et sauf que quand vous avez des groupes comme People and Baby assez malins et qui peuvent trouver parfois des entreprises de travaux en leur disant bon allez, moi tu sais quoi, je te file 15 marchés, je te fais Là, c'est 15 ça. crèches, mais tu fais en sorte Tu baisses un peu. de me faire de me sortir 50 000 € par crèche de moins que le budget. Bon bah Sur évidemment, la masse, bon, évidemment, c'est ils possible. gagnent. Ouais. Et donc il y avait un sujet que m'ont rapporté plusieurs hautes figures au cadre de People, qui était de faire de la marge sur l'argent touché, l'argent public Voilà, ça, on est bien touché dans pour faire les l'argent travaux. public. Voilà, donc voilà, pareil, l'argent public pour équiper une crèche. Chez People and Baby, on met des plantes à l'accueil, mais pas de jeu pour les gamins, parce que on met ce qui se voit surtout. Ça c'est un très gros sujet aussi, qui est celui ce qu'ils ont appelé la qualité perçue. Hmm. La qualité perçue, c'est une notion mise en place par People and Baby qui est en vrai effrayante, qui parle comme ça, sûrement dans les équipes, certains ont dû se dire que ça partait d'un bon sentiment. C'est en gros, non pas c'est ce que vont percevoir les familles quand elles arrivent. C'est ce qui est C'est comme percevable, dans les EHPAD, visible. exactement pareil. Et donc c'est là où vous voyez que la vitrine est souvent plus important que le fonctionnement réel d'une structure. Et je raconte comment, mais j'ai eu plusieurs exemples, une femme qui me rapporte qu'elle arrive dans une nouvelle crèche, elle est directrice multisite de plusieurs structures, et elle se rend compte qu'il y a une crèche où il n'y a pas assez de jouets d'enfants. Mm. Et donc elle demande un budget pour acheter des jouets parce que les enfants n'ont pas assez de jouets pour jouer. Et on lui dit non, on est désolé, il va falloir que tu attendes 6 mois, il y a plus de tu as dépassé tes budgets. Ok. Et quelques semaines plus tard, elle a un contrôle de sa supérieure qui vient sur son site et qui lui dit écoute, ça va pas à l'entrée, il faut que ça soit un peu plus joli, mais mets-moi une plante, un petit cadre et un fauteuil. Et elle lui dit bah ok, mais je suis hors budget. Et donc il dit écoute, non, ça c'est un budget différent, donc t'inquiète pas, tu auras ton budget.
Et ça l'a rendue Dingue. hystérique. Elle a dit, mais comment vous me donnez de l'argent pour acheter une plante à l'accueil et pas d'argent pour acheter des jouets pour les enfants? Et elle s'est plainte à son supérieur, et c'est peu de temps après qu'elle a été sortie du groupe. Il nous reste 3 minutes. Donc, que devient Monsieur Durieux et sa femme? Que deviennent-ils? Comment vont-ils? C'est la question à 1 milliard d'euros. Pas de réponse. C'est le 1 milliard d'euros. C'est ce qu'ils vous ont proposé? Non, Pourquoi? c'est la valorisation selon lui et son banquier d'affaires Mathieu Pigasse de ce que valait, ce que vaut People and Baby en ce moment. Et non, moi je l'ai rencontré au début de l'été quand j'ai envoyé mes questions. On a passé plus de 7 heures ensemble. Où j'ai... Et il a eu plus de temps que nous. 7 heures, 2 fois 3h30, assez virulente, enfin c'était assez musclé quoi, où je lui donnais la possibilité de répondre, donc j'ai mis un certain nombre de ses réponses. Ouais. Et oui, depuis la rentrée, en fait ce qui est intéressant c'est le silence. Moi je pensais qu'un certain nombre de ces groupes, que ce soit chez People and Baby, notamment les fondateurs, que ce soit les petits chapeaux en rouge, la Maison Bleue, que ce soit au gouvernement, il allait se passer quelque chose. Il se passe quelque chose de très intéressant au niveau politique. Il y a des députés qui font une proposition de loi récente du Parti Socialiste qui porte ça. Il y a et non pas une mission flash comme ça. Non, mais il y a une mission au Sénat. Il y a des députés qui font des propositions de loi. Il y en a d'autres qui font des amendements, des questions au gouvernement. Ça bouge. Et puis globalement au niveau, à l'échelle locale, dans les mairies aussi, il y a un vrai débat politique, notamment sur le low cost, avec des élus d'opposition qui disent bon maintenant ça suffit. Ce low cost et ces délégations de services publics sur le secteur des crèches. Donc ça a entraîné un vrai débat politique. Et en revanche, il y a 2 grands silencieux. C'est le gouvernement qui effectivement ne réagit pas. Moi, j'étais sûr d'une chose. On ne peut jamais savoir quand on sort un livre si ça va prendre dans l'opinion publique et dans les médias. Mais en revanche, je suis toujours à peu près sûr que ça va prendre judiciairement. Oui. Il va y avoir une action. J'étais à peu près sûr pour ça. Et que le gouvernement, en gros, notamment parce qu'il s'agit d'argent public, allait lancer Bien sûr. Une demande d'enquête de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ou de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, et puis faire potentiellement un dépôt de plainte comme il avait fait pour RPA. Toi, par exemple, t'as pas été auditionné, Moi, j'ai été auditionné par des parlementaires, mais jamais la nouvelle ministre Agnès Canayer, ne m'a demandé de venir, n'a convoqué les patrons de People and Baby ou d'autres groupes, n'a lancé une enquête. Enfin, il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement. Je raconte, mais je ne ferai pas là dans le détail, le fait qu'il soit particulièrement mal à l'aise avec le cas d'Aurore Berger qui est cité dans le livre et mis en cause. C'est la seule qui a porté plainte contre vous ? Alors, la fédération indique qu'elle a lancé une plainte, on n'a pas reçu. Bah oui, c'est toujours la même affaire. C'est l'affaire, ils sont tendus pour mettre les choses de papier. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a là une concordance d'intérêts entre le gouvernement et les groupes privés qui tous jouent un jeu de com qui est assez habile. Il faut absolument pas réagir, rien faire pour que ça retombe. C'est le sentiment que tu avais aussi pour ton premier ouvrage ou il était moins présent du coup Non, parce que quand même à l'époque, la ministre avait réagi, avait lancé une enquête IGAS et IGF et qui avait découvert... été débarqué. Il s'était passé quelque chose. Et là, il se passe quelque chose au niveau parlementaire, au niveau politique, mais au niveau de l'exécutif, rien. Et les groupes du secteur qui avaient tous intérêt à aller dans les médias, à réagir, à dire mais non, c'est pas vrai sur ci, c'est pas ça. Voilà. Tous, je sais, pour avoir un certain nombre de sources, notamment dans la com, ils ont été contactés par leurs conseillers en com leur ont dit tout le monde se cache. Mais ils n'ont répondu, je sais pas, aucun journaliste, mais aucun journaliste. En tout cas, nous on les a pas eu quoi. Non, mais quand ils sont invités sur des plateaux télé, que ce soit sur des chaînes d'infos, que ce soit sur France Télévisions, ils n'y vont jamais parce qu'on leur a dit il faut jouer la montre et faire en sorte que le sujet retombe. Et donc moi, mon travail, c'est pas d'être militant, mais mon travail de journaliste, c'est faire en sorte que le sujet reste.
Eh bien, j'espère qu'on y a un petit peu Bah, vous contribué. avez On a, beaucoup on contribué. a, on a parlé des C'est sujets. très important. C'est là où, bon, vous avez moi, j'ai un travail de mise en lumière d'un sujet. Après, il y a une responsabilité globale des médias de faire en sorte, au milieu de cette actu, où il y a plein de sujets, et des sujets, Compliqué de se faire une place. des sujets internationaux avec l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, des sujets français avec, Tu veux dire le notamment sur la génocide à Gaza? On dit no- comme ça nota- ici. notamment sur la sécurité. Il y a ces sujets-là et il faut que ces sujets aussi, qui sont des sujets de société très Mais oui. importants, qui touchent les plus vulnérables, continuent à être portés par les médias au milieu de tout ça. Et Bah, c'est parce pas que là, simple. ça nous concerne tous, potentiellement, on a tous des Ça, gamins ça, c'est sûr. et on sera tous vieux de toute façon un jour. Et on n'a pas envie d'être traités On comme espère, on les. espère, Voilà, on tous. espère. C'est la meilleure chose qui Moi, peut j'espère peut-être pas. nous arriver. Bon, Faire partir tôt. d'accord, bah écoute, la fenêtre est ouverte, vas-y, n'hésite pas, hein, mais non, on te garde un peu. Bon, Victor, ce fut un plaisir de Moi t'accueillir aussi. ici. Vraiment. Bah, t'as le temps de nous dire C'était- en 2 secondes sur quoi tu bosses ou c'est top secret? Je sais pas, en fait, j'ai reçu Ouais. beaucoup de propositions. Est-ce que ça va d'enquête. encore bah, En du fait, coup, je il y a me des suis choses posé qui- la question sur. En fait, soit je repars dans cette ligne de travailler sur la vulnérabilité parce qu'il y a Ouais. beaucoup de sujets et de sujets passionnants. L'hôpital psychiatrique? Ouais, c'est un sujet passionnant. L'ASE aussi, Oh, bah oui, un sujet oui. passionnant. Des enquêtes pas uniquement en France aussi. Il y a des gens qui demandaient pourquoi pas la Belgique, la Suisse, Ouais, etc. ouais, potentiellement, bien sûr. Et donc, je sais pas encore, ou alors partir sur d'autres thématiques. Il y en a beaucoup, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera une enquête longue qui prendra du temps. Bon. Mais Est-ce que ça met la pression d'avoir écrit bonne question, très bonne d'avoir écrit question. les Fossoyeurs, qu'il y a une commission d'enquête, etc. Ensuite, Les Ogres, grosse reprise médiatique, etc. Est-ce que ça te met la pression là aujourd'hui pour le prochain? Alors, si j'étais totalement, si j'étais pas honnête, je dirais non, je m'en fiche. Mais oui, en fait, t'essaies toujours. Tu veux pas faire moins bien qu'avant. Après, il y a des choses. Est-ce que tu peux refaire Orpea, c'était une anomalie aussi. On a fait, je sais plus, de 240 000 ventes. Enfin, ça se passe jamais. Mais c'est Donc, pas un est-ce peu que plus facile quand est-ce- même quand enfin voilà, les témoins sont peut-être plus faciles à c'est approcher pas. quand Alors, il y a plein d'avantages. Les médias te font plus confiance, ils sont plus à l'écoute, Mhm. etc. Après, si tu as une mauvaise enquête, tu as une mauvaise enquête, personne Ah oui. la soutient. Et c'est pareil avec les sources, c'est-à-dire que il y a des sources qui au moins se disent ce qui a changé, c'est on sort pas du bois pour rien, il ira au bout, Voilà, il se passera quelque c'est chose ça. si on témoigne. Donc ça, c'est très important. C'est gage de sérieux. Mais c'est important. C'est très important. Après, c'est pour avoir quelque chose de décisif, il faut avoir des très grosses sources, genre tout là-haut. Mm. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je vais voir au siège et puis j'essaye de monter. Bon, bah, ces gens-là, ils viennent si tu as beaucoup d'infos, si tu fais un travail sérieux, s'ils sentent que tu arrives avec quelque chose. Donc, enfin, ce boulot d'investigation, tu le réduis pas parce que tu es connu. De toute façon. Ah bah non, non. non. Les OG m'ont demandé autant de boulot et parfois ça a été très éprouvant que les Fossoyeurs. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a une pression, je sais pas, en tout cas, moi, je passe pas 3 ans de ma vie sur un sujet si c'est pas pour qu'il y ait de l'impact. Donc, ma pression, elle est là. Je veux qu'il se passe quelque chose. Ok. Alors, il faut évidemment vendre des livres parce que sinon, tout simplement, tu peux pas faire d'autres enquêtes. Oui. T'as pas d'argent pour faire d'autres enquêtes. Donc, pour que je puisse travailler 2 ans sur un sujet, il faut que je vende un certain nombre de livres, sinon c'est pas possible. Mais la vraie pression, c'est est-ce que j'ai passé 3 ans si c'est juste passer 3 ans pour arriver dans les médias et repartir, c'est pas très intéressant. Si c'est pour que ça entraîne un vrai débat, et j'espère que c'est ce qui est en train de se passer dans les crèches sur le low-cost. Si par exemple je vois que le low-cost dans les prochains mois ou dans un an, il est stoppé parce qu'on met un prix plancher, qu'on peut pas vendre un berceau en dessous de tel prix en France et tout, je me dirais ah ok, là on a fait notre taf et ça vaut le coup de recommencer. C'est plus là la pression. Bon bah nous on s'engage à suivre alors, on regardera. Prends une photo, ça m'amuse beaucoup. Bon bah s'il prend la photo. Ah, voilà, c'est très Twitch hein, ça. Hein, la photo. La photo c'est très Twitch, n'est-ce pas? Eh ben merci. C'était un plaisir en tout cas. Merci pareil. Beaucoup. Plaisir partagé, vraiment. Et puis donc lisez Les Ogres, c'est chez Flammarion. Voilà. Non, en plus c'est un livre sympa à lire. Même si c'est des choses horribles, c'est quand même très très sympa à lire. En tout cas, j'ai fait ce travail-là pour qu'il y ait un vrai récit.
Voilà. Et suivez le fils d'Urieux sur les réseaux sociaux. C'est Pour intéressant. découvrir ses vacances à pour Saint-Barth. ses vacances, c'est sa maison à Et Saint-Barth l'hélicoptère. ailleurs. Et L'hélicoptère, je sais pas il s'il y a doit- l'hélicoptère. Il y a vraisemblablement une photo de l'hélicoptère. C'est ça. Merci en tout Merci, cas. à Merci pour ta bientôt. première- Merci.